Bien, bonsoir à tous. On va débuter cette conférence. Juste en petite nouvelle, le mois de mars est un mois particulier puisque en dehors de la conférence classique du jeudi, vous aurez la possibilité le lundi 24 mars à 16h30 dans ce même amphi, je pense. Nous accueillons le docteur Mouyembe, qui est un spécialiste reconnu internationalement de la fièvre Ebola. Il va être fait docteur honoris causa de Sorbonne Université. Et Renaud Piarou, qui le connaît bien, a réussi à le convaincre de venir nous faire une conférence en plus. Donc, vous avez la possibilité, si vous aimez ces conférences, de venir en plus le 24 mars pour avoir deux conférences dans le même mois. Cette conférence sera, comme d'habitude, enregistrée, donc vous pourrez, si vos agendas ne vous permettent pas d'y assister, de la voir par ailleurs. Bien, nous allons démarrer avec cette conférence pour laquelle j'ai deux orateurs, le professeur Jean-Pierre Lotz, cancérologue, mais il ne fait pas que de la cancérologie, vous allez voir ça aujourd'hui, notamment parce qu'il s'est beaucoup consacré dans le cadre de la cancérologie aux soins de support. Et le sport, et notamment la plongée, fait partie de ses préoccupations. Et lorsqu'il m'a raconté ce que pouvait faire le deuxième orateur, qui est Loïc Macroisier, qui est donc psychomotricien, qui lui aussi a une activité de soins, mais aussi une activité de plongée, cette fois-ci orientée sur des patients qui sont plutôt santé mentale, alors que pour Jean-Pierre Lotz, c'est plutôt cancéro. Donc, ils vont vous parler le titre est évocateur, l'océan thérapeutique. Donc, je les remercie beaucoup pour ce duo qu'ils vont nous faire. Et j'espère que la thématique vous plaira. Vous avez la parole. Merci, monsieur. Alors, effectivement, j'ai assisté, je vais me présenter, mais en intro de l'intro, j'ai assisté à la conférence de Loïc Mascroisier au Salon international de la plongée, porte de Versailles en janvier. Le salon, c'est 65 000 visiteurs. C'est énorme. Et j'ai été séduit par le topo de Loïc. Et dans le métro, j'ai envoyé un texto à M. Rioux qui, 3 minutes après, m'a répondu. Et 3 minutes après, on a acté de faire cette conférence. Je dois dire que c'était très agréable de cette réaction aussi rapide et le déclenchement de l'action. Donc, merci M. Rioux de cette invitation. Merci d'être là. Donc effectivement, je suis arrivé à Tenon comme jeune interne en 82. J'ai grandi à Tenon. Je connais chaque caillou de l'hôpital. J'ai pris la chefferie en 2002. J'ai lâché la chefferie pour Joseph Gligorov en septembre 24, ce qui fait 22 ans de chefferie. C'est bien. Mais j'ai enquillé aussi sec sur l'unité, la plateforme, l'hôpital de jour de soins oncologiques de support. Et vous verrez, j'ai une diapositive sur ce que l'on peut faire. On peut faire plein de choses et ça commence à prendre forme, franchement. Et donc, j'ai cette casquette de cancéro pour encore quelques temps. Et j'ai une deuxième casquette qui est celle de la plongée sous-marine. Et sur cette photo, manifestement, vous voyez 3 hommes bien heureux. Je suis au milieu et je suis entouré à droite, à gauche, à votre main gauche, de Jérémy. Je ne lâche aucun secret professionnel, c'est connu. Jérémy, je l'ai traité il y a 8 ans pour une tumeur testiculaire polymétastatique, gravissime et résistante au traitement conventionnel. Je l'ai autogreffé 3 fois et le voilà. Et l'autre individu qui manifestement est heureux, c'est Nicolas, pareil, même type de maladie, un peu moins grave. Et donc, Jérémy est le vice-président du club et Nicolas est le secrétaire du club. Il y a quelques mots sur cette diapo: résilience, zénitude, vie, sport, santé, cancer, confiance, syndrome de stress post-traumatique. On va rentrer dedans. Voilà, je pense que passer à côté d'un plongeur, c'est frôler la perfection. On peut défendre cette idée, mais j'y crois fort dur comme fer. Alors, Académie Paris Plongée, ça a commencé en 2009 avec Eric Cocos, qui est là devant, plus un ancien président d'un autre club et le président d'une autre assoce, Tribu Cancer. Et au sortir de mon bureau, on se rencontre. Top là, on va créer un club de plongée pour les patients. C'était aussi simple que ça, vraiment un top là en quelques instants.
Ce club a vécu de 2009 à 2019 tranquillement niveau 1 pour les patients, donc niveau 1, 20 mètres. 2019 est arrivé Monsieur Covid et il y a eu une interruption qu'on a mis à profit pour changer complètement les statuts du club, le règlement intérieur, le fonctionnement du club, la parité homme-femme, la parité patient-pas patient. Et en 2022, on est reparti. Et nous avons formé, nous allons arriver à 200 patients formés en fin d'année, au niveau 1, au niveau 2, 3, donc 20, 40, 60 mètres. Et j'ai des premiers patients, dont Nicolas et Jérémy, qui deviennent maintenant encadrants de plongée. Je ne suis pas éternel, il faudra songer à l'avenir. Et donc, on forme nos premiers patients qui deviennent encadrants. Et au cours de ce parcours, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Pillet, ancien PH de Gastro à Saint-Louis, qui est ici et qui m'a branché sur le sport santé. Marion Trousselard, qui est de l'Institut de recherche biomètre des armées, qui est une femme exceptionnelle, commandant, branchée sur le stress post-traumatique chez les soldats et les victimes du Bataclan. Et le colonel Armel Jorot, qui a été le patron de la CABAT. C'est un homme extraordinaire sur la façon dont il prenne en charge les soldats, et j'aime beaucoup son langage et l'utilisation de ces mots spécifiques à l'armée. Donc un premier mot de sport santé de cancer pour dire que quand on a un cancer, manifestement, même si on ne doit pas vivre trop longtemps ou pas assez à son goût, on veut surtout vivre mieux dans le temps qui nous est imparti. Et nous partons d'une définition du sport santé qui est une définition de l'OMS, physique, psychologique et sociale. Et chez nous qui sommes en bonne santé, pour nous tous, je l'espère, c'est une prévention primaire. Chez une personne avec une maladie chronique, quelle qu'elle soit, c'est améliorer l'état de santé et prévenir les rechutes, ce qui est hautement intéressant pour nos malades. Ça s'adresse à tous, ce sport santé. Ça n'est pas un sport de compétition. On peut tous faire du sport santé. Alors Hippocrate déjà avait émis des idées, éléments d'équilibre entre la force que l'on dépense et celle que l'on absorbe en bannissant les excès. Aristote, j'aime beaucoup cette phrase, une notion de juste mesure, ça me plaît bien. Ça se démocratise au XXe siècle, mais au XXe siècle, pour ceux qui ont connu l'époque de la RDA et de l'URSS, c'était un emblème, le sport. C'était l'emblème du pays, l'emblème du drapeau, et les sportifs étaient soumis à des pressions phénoménales et n'avaient pas le droit d'arrêter, faute de quoi les vivres étaient coupés. Je ne vous raconte pas la prise en charge des nageuses de l'Allemagne de l'Est à cette époque. Première trajectoire socio-historique à la fin des années 70, c'est quand on a commencé chez des patients qui avaient un infarctus, au lieu de les mettre au sanatorium à côté d'un tuberculeux, à dire qu'il faut faire du sport parce que le cœur est un muscle rouge. Lui, il avait dit pas de sport. Une pomme par jour, vous visez bien, ça éloigne le docteur, tutto va bene. Je vous invite à lire ses mémoires, mais c'était Churchill et c'était avant Ottawa, la grande conférence de novembre 86 sur le sport santé, le sport pour tous, une action internationale avec un certain nombre de mesures amenant les gens à faire du sport et impliquant les services de santé, la grande conférence d'Ottawa. Alors après, ça se mettra lentement en branle, mais voilà, ça commence là. Alors nous sommes sédentaires en France, nous sommes sédentaires en Europe, 70% des Européens sont assis entre 3 et 9 heures, j'arrondis, par jour, mais 5 minutes de sport, c'est très simple, une bonne marche à pied, permettrait de faire gagner 3 ans de gain de vie. Chaque quart d'heure supplémentaire, une réduction de 4% de la mortalité globale, réduction de 1% de la mortalité par cancer. Tout est bon à prendre. Le coût annuel de la sédentarité en France se situe au minimum à 17 milliards d'euros, probablement jusqu'à 60 en termes de santé, selon les estimations et ce que l'on met dedans. Le coût social annuel en France est colossal, 140 milliards d'euros par an de coût social sur le manque de sport santé, sur les conséquences de ceci. Et donc, nous allons fabriquer des gens soumis à un risque d'infarctus. Nous fabriquons également des gens pour lesquels l'alimentation aboutit à une obésité, avec les 3/4 de la population mondiale qui sera obèse dans les années 50. Ça, c'est les données de l'OMS. Faire du sport pendant et après un cancer, il y a un bouquin publié par l'INCa qui explique très bien que faire du sport pendant et après un cancer permet une prévention, une correction du déconditionnement physique, une normalisation de la composition corporelle, réduit la fatigue liée au cancer, améliore la qualité de vie, améliore la tolérance au traitement, améliore les effets à moyen et long terme, allonge l'espérance de vie et réduit le risque de rechute. Si avec ça, on n'est pas convaincu qu'il faut faire du sport à nos patients, c'est qu'on n'a pas bien lu la diapositive. Et tous les services d'oncologie,
devrait avoir un accès à sport après cancer. Nous avons effectivement la chance, grâce à l'action conjuguée de l'hôpital et de l'université, d'avoir cette plateforme de soins oncologiques de support dans laquelle il y a le sport. Et effectivement, c'est une grande chance à développer. Alors cette activité physique, un certain nombre d'articles de la littérature concluent que dans le côlon, dans le sein avant la ménopause, dans le sein après la ménopause, pour l'endomètre, pour le poumon, on a une réduction du risque de rechute, une amélioration de la mortalité spécifique sur le cancer et de la mortalité globale. Donc ces études commencent à être anciennes. 2 autres études vont se lancer là parce que les thérapeutiques des groupes contrôle, les traitements de base du cancer ont considérablement changé. Et donc il y a une étude qui se lance dans le cancer du sein, sport versus pas de sport, et dans le cancer du testicule, pareil. Donc il est évident que tenons à signer la participation à ces 2 études. Thierry Bouillet était mon co-chef de radiothérapie en 87 chez Alain Laugier. Il est toujours karatéka, dernier dan, ceinture noire, un grand gaillard, 1m90, un bon sourire, mais karatéka, dernier dan quand même. Il a monté un petit club de karaté, et puis ce petit club, il a grandi, et puis tiens, vous savez, il y a un type, il fait faire du karaté, c'est marrant, etc. Voilà, aujourd'hui, on dit qu'il y a une prof de cancéro à Mulhouse, au myélome, elle fait faire de la boxe, la vraie boxe. Donc, en sachant que le myélome, ça casse un peu les os, mais voilà, ça se lance. Et Thierry a lié avec Jean-Marie Descottes, ligne numéro 3, ancien sportif, et il était karatéka, vice-champion du monde de karaté, et ils ont créé la CAMI, activité sportive, cancer, arts martiaux, information. La CAMI est implantée dans un certain nombre d'hôpitaux, fait tourner quelque chose comme 3500 patients par semaine, 80 à 90 lieux de soins. Ils ont intégré évidemment le service, et c'est donc quelque chose de fort bien. Nous avons là notre prof d'activité physique de la CAMI qui est ici. Alors comme elle m'a dit, je suis très timide, je la montre évidemment. On trouve tous là-dessus, sur la Cochrane Librairie, sur Sport Santé. Donc tout est là-dedans. Alors, pour quitter cet aspect global de Sport Santé, puisque M. Rioux nous a demandé de nous focaliser sur la plongée, on va donc expliquer un peu l'apport de la plongée sous-marine dans les situations de stress post-traumatique. Et donc, effectivement, nos patients sont soumis à un stress que je vais détailler. Les cancérologues sont soumis aussi à un stress, évidemment, du fait des pathologies que l'on prend en charge. Et nous avons ici, en bas à droite, une personne bien connue de nos services, à qui on dit au revoir le soir. Elle est au pied de l'escalier du pavillon Proust, et elle nous répond à demain. Donc c'est quand même quelque chose d'assez pesant après 43 ans de cancéro. Alors, ce stress post-traumatique, c'est le travail sur la résilience. Il y a 4 définitions de la résilience. J'ai supprimé la 4e, qui n'a pas d'intérêt pour nous. Vous avez la résilience mécanique, un métal, une porte de voiture, une mobilette qui rentre dans votre porte, la porte reprend sa forme. L'écologie, on a très bien vu pendant la période Covid, la nature reprendre ses droits, même dans les rues de Paris. C'est de la résilience. Et la résilience psychologique, qui est l'aptitude d'un individu à se reconstruire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Nous avons ici Boris Cyrulnik qui a travaillé sur cet aspect et publié sur la résilience. Il y a un certain nombre de personnalités du sport qui ont travaillé, qui se sont impliquées, par exemple Lourilag, qui emmène dans des circonstances et des contrées lointaines, Martin Petit, qui était un ancien sportif devenu tétraplégique. Plein de gens font plein d'actions, ne le font pas forcément savoir, mais plein de gens font plein d'actions pour plein de patients, qu'ils soient atteints de cancer ou de pathologies traumatiques. Ce stress apparaît chez les personnes qui sont en situation donc, de conflit, de pression. On a le stress au travail, on se souvient tous, ils en ont reparlé là, de ce qui s'est passé chez Orange. Et il y a une définition effectivement de l'OMS entre le stress aigu qui peut se calmer derrière, et puis c'est un peu comme les tox en cancéro, une tox de grade 4, paf, paf, qui disparaît, c'est fini, mais une toxicité de grade 2 tous les jours de l'année, ça devient pesant. C'est un peu la même chose, il y a le niveau de stress, et il y a la durée de ce stress. Le stress du patient commence avant. Quand il vient en oncologie médicale, il est évidemment stressé. C'est dans l'ordre des choses, on serait tous pareils. Et oncologue, on explique un traitement, j'ai planifié ça, je vous partez de ici, je vous emmène là, tac, 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 c'est parfait, et on y va.
Mais en fait, un parcours du patient cancéreux, c'est jamais une ligne droite, c'est rarement une ligne droite. Il y a les complications, il y a les impératifs, il y a les aplasies, il y a plein de choses qui font qu'on est sur une pelote de laine. Et quand on regarde un parcours patient entre l'arrivée à l'hôpital et le départ après 6 mois, 12 mois, 24 mois de traitement, c'est une suite, c'est un vrai labyrinthe, c'est presque cauchemardesque. Et quand on a fini, c'est jamais fini, puisque vous avez certes la rémission, mais les complications à long terme, neuropathie, cardiopathie, etc., troubles cognitifs, et puis, bien sûr, le risque et la crainte de la rechute. Donc tout ce qui est bon pour faire diminuer ce risque est bon à prendre. Après, le patient, lorsqu'on lui dit au revoir, il a d'abord un blues post-thérapeutique. Jérémy, que j'ai enquiquiné pendant des mois, quand je lui dis « Jérémy, c'est fini », je lui ai manqué. Il était en situation de blues post-thérapeutique. Sentiment d'abandon, cauchemar, flashback obsessionnel, difficulté à dormir, à se concentrer, perte d'intérêt, pensée indésirable, pensée effrayante, difficulté à ressentir les émotions, sentiment d'anxiété, de peur, d'impuissance, d'irritabilité, retentissement sur la vie sociale, professionnelle et personnelle à l'évidence. Ce stress post-traumatique, c'est une clinique de l'enfermement, avec un trauma, un individu et un enfermement. Je ne sors plus de chez moi parce que j'ai des reviviscences diurnes et nocturnes, je sors dans la rue, un bruit, un son, c'est la cata, je rentre vite chez moi. Des dysfonctions cognitivo-émotionnelles, tout le rôle du cerveau, de l'hippocampe, etc., vient gérer tout ceci. Une hypervigilance, je suis stressé, je suis prêt, j'ai un bruit derrière moi, je suis en état d'hypervigilance et donc je vais éviter tout ceci parce que ça me crée du stress post-traumatique, ça me crée des chocs et donc je reste chez moi, je ne bouge plus et j'attends. J'ai une patiente qui est comme ça, c'est terrible, terrible, terrible. Alors, il y a des facteurs de vulnérabilité, elle ne fait pas un stress qui veut. Il y a des facteurs de protection, on a nos systèmes de protection. Vous savez, un peu comme ces patientes qui ont un cancer du sein, le sein est complètement bouffé par le cancer, et elles disent non, finalement tout va bien. Donc on a parfois des systèmes de protection extrêmement impressionnants. Alors ces troubles du stress, ce sont des troubles psychiatriques, souffrance morale, complications physiques, altération de l'ensemble de la vie du sujet. Il y a des facteurs préexistants et le traitement, c'est essentiellement la psychothérapie. Chez qui? Chez les individus soumis à des stress, soumis à un accident, soumis à une mort violente. Donc, ça déclenche le risque de stress post-traumatique. Chez les témoins, chez les victimes directes. Et tout a commencé, semble-t-il, mais ce n'est pas vrai, avec les premiers rapports sur les vétérans de la guerre du Vietnam, puis de la guerre d'Afghanistan. En fait, j'ai trouvé un bouquin sur un marché en province qui s'appelle « L'ennemi invisible » et qui montre que le stress post-traumatique était déjà présent au moment, mais on ne le savait pas, au moment des croisades, au moment des grandes guerres du Moyen-Âge, du post-Moyen-Âge, des guerres napoléoniennes, la retraite de Russie, avec beaucoup de morts, plus de morts après que pendant les conflits. Et donc vous avez toute cette série. Je vous invite à revoir la série des Apocalypses, qui est absolument hallucinante pour comprendre le stress post-traumatique. Vous avez en bas à droite l'Afghanistan, et puis bien sûr ce film extraordinaire d'Apocalypse Now qui raconte très bien tout ça. L'ennemi invisible, voici je ne sais plus que j'ai la diapo, voici effectivement, et le stress, les conflits armés sont source de beaucoup de morts après, et là en l'occurrence, c'était le syndrome de la guerre du Golfe lié à l'uranium appauvri, aux neurotoxiques et à tous les dégâts que ça a occasionné chez les vétérans, mais c'est pareil chez les Français, c'est pareil partout. Les attentats de janvier 2015, 18% des témoins, 31% des personnes directement menacées ont été victimes de stress post-trauma. Enquête similaire sur les attentats de novembre 2015, et comme c'est en pleine nuit, on se branche sur BFM, sur LCI, CNN, ça tourne en boucle, et ça aggrave le syndrome de stress post-traumatique. Donc reviviscence, troubles de l'humeur, troubles de l'activité neurovégétative, hypervigilance, irritabilité, difficulté de concentration, troubles du sommeil. C'est une qualité de vie épouvantable pour ces gens. Donc il y a des cellules de soutien. On sait que quand il y a un attentat, clac, cellule de soutien. TSAL, c'est le protocole cellule 6C. Vous avez en bas à droite ce que veulent dire ces initiales. Et puis sur le plan médicamenteux, des sédatifs, des antidépresseurs, des anxiolytiques, mais ça ne suffit pas. Alors on arrive sur cette notion de syndrome général d'adaptation au stress. Je monte en scène, je suis stressé, je gère mon spectacle, et puis s'il y a de la résistance, si ça ne va pas, je m'épuise. C'est pareil dans toutes les situations. Je pars plonger, j'ai un stress avant de plonger, c'est normal et c'est bien. Je descends, il y a du courant, je lutte, je faiblis, je ne résiste pas,
et je vais à la catastrophe. C'est pareil au boulot. Ce syndrome de stress, on peut le décliner en professionnel, on peut le décliner dans le sport. Voici cette phrase du campus Univers Cascade. No stress, si tu n'es pas un cascadeur, tu seras une tête brûlée. Donc effectivement, c'est une diapositive qui, je trouve, explique très bien le bon stress, le stress de réalisation et le mauvais stress. Pression, fatigue, anxiété, résistance, épuisement, perte de contrôle, panique, burn-out, dépression. Et vous allez voir que dans le monde de la plongée, ça aboutit, cette notion-là, à des études. J'avais imaginé en 2019, on m'avait confié une séance au congrès des soins de support, et on m'a dit, tu as 2 heures, tu fais ce que tu veux, et j'ai sorti ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai sorti ça. Cancer, terrorisme, même combat. Et donc ça a été une très belle séance, et là maintenant on rajoute les conflits armés, et on va rajouter les conflits climatiques. On évacue le stress, chacun son moyen, chacun son moyen. On peut évacuer, on fait un voyage, on fait un bon repas, un peu d'alcool, etc. Et puis Marion Trousselard travaille sur la méditation en pleine conscience. Elle travaille sur les victimes du Bataclan, sur les soldats qui reviennent du front, et notamment ceux qui étaient au Sahel. Et elle vous explique, vous êtes là, vous êtes présent. Vous oubliez avant, vous ne pensez pas à demain. Quand je plonge, que je vois une jolie tortue, je me mets, je me pose, je regarde. J'ai oublié avant, je ne pense pas demain, je suis en état de méditation en pleine conscience. On fait intervenir le néocortex, le cerveau limbique, le cerveau reptilien, enfin plein de choses. Elle vous décortique ça, on perd un peu le mystère parce qu'elle vous dit mais c'est des réactions biochimiques, tout ça entre là et là. Voilà, c'est assez étonnant. Vous aurez la chance de la voir le 23 mai, je vous en reparlerai. Alors ça, ce film est extraordinaire puisqu'il raconte l'histoire de Sylvain Tesson. C'est une magnifique histoire de reconstruction interprétée par Jean Dujardin, qui n'est pas le Jean Dujardin de Bryce de Nice, mais vraiment, et qui explique que ce long chemin à pied entre le sud-est de la France et le Mont-Saint-Michel, il s'est reconstruit après son accident, survenu dans des circonstances que vous connaissez. Armel Jorot est un homme exceptionnel. Il a dirigé la Cabat jusqu'en septembre. On a démissionné le même jour. Moi, de ma chefferie, lui, il a fini la Cabat parce qu'à l'armée, c'est 4 ans. La fraternité d'armes, il vous raconte tout ça. Ils prennent en charge les blessés. Vous allez voir pourquoi je parle de lui. Ce n'est pas anodin. La prise en charge des soldats qui sont au front. Donc ils sont en état de blessure physique, de blessure psychique, de blessure mixte. Il faut les réinsérer à l'armée, repartir au front, les réinsérer à l'armée dans les bureaux ou les renvoyer à la vie civile, ce qui n'est jamais très simple. C'est 8 ans de prise en charge avec l'assisté dans l'urgence, la famille, l'unité, le temps, la coordination des actions, réintégrer, réorienter, reconvertir, recenser. Travail exceptionnel. Et ce parcours du blessé fait intervenir le parcours, vous voyez, administratif, juridique, réparation, reconnaissance, le parcours de soins, le service de santé des armées, la reconstruction par le sport. Dans le sport, il y a l'eau, et dans l'eau, il y a évidemment la plongée. Et donc, voici. Alors, cette blessure psychique est prise en charge dans des études qu'il faut intervenir la plongée, qu'il faut intervenir les chiens d'accompagnement pour ne plus prendre de somnifères. Il y a plein de choses et nous allons regarder ce qui se passe ici sous l'eau. Alors Dive Hope et Dive Stress sont 2 études qui ont été montées par un banquier qui a fait un burn-out, qui était niveau 2 de plongée, qui était très peu impliqué dans la plongée, qui a monté ce programme en 2017 pour les blessés des attentats de 2015, soutenu financièrement parce que ça coûte cher, et donc ils sont partis 2 groupes de 18, donc 36 victimes, en Guadeloupe, sur la réserve Cousteau. 18 faisaient que de la plongée, 18 faisaient tous les autres sports, sauf la plongée, et on mesurait leur niveau de stress avant et après. Et donc, il y a eu quelques résultats qui sont modestes. Alors, en étudiant un test d'évaluation qui s'appelle l'échelle PCL5, où on mesure alors les échelles de stress, il y en a, franchement, il y en a une qui sort tous les jours. Ils ont pris celle-là et on voit le niveau de stress qui s'abaisse et qui revient à la normale, c'est-à-dire à ce qu'il était avant. C'est un effet positif, c'est un effet transitoire. C'est pollué par le fait que les non-plongeurs se sont dit « Tiens, c'est vachement bien la plongée, ils sont tous déstressés, je vais faire de la plongée ». Et donc, ils sont venus polluer les résultats parce qu'il y a eu un switch des non-plongeurs vers la plongée. Nonobstant, il y a des courbes, il y a des publications dans des journaux qui sont de bonne texture. Et donc vous avez ici au milieu Frédéric Benetton qui avait monté ce programme Dive Hope, Dive Stress. C'est publié dans Psychotrauma, Plongée pour lutter contre le stress, etc. Voilà. Alors tenons très modestement
par rapport à ce parcours de soins, on a un petit ETP, enfin on a un ETP, voilà, et où on fait l'après-cancer, l'activité physique, le social, la diététique et un baptême de plongée et plus 6 affinités. Et il y a souvent du plus 6 affinités, effectivement. Notre collègue Bruno Borges, qui est chirurgien gynéco-cancéro à Cochin, a fait une petite étude. Là, parce que notre club est plein, donc on ouvre un club dans le 5e à côté, qui s'appelle Nemo, avec les patients atteints de cancer de Cochin. Alors Bruno Borges a monté une petite étude chez 10 patients, c'était pour son mémoire, une semaine de plongée encadrée, entretien semi-dirigé, évaluation psychologique avec plein d'échelles, qualité de vie, bien-être global, et puis il a regardé ce que ça a donné chez ses patients. Alors il y a le témoignage oral qui vaut ce qui vaut son pesant, qu'il ne faut pas négliger, se reconnecter à son corps, liberté, légèreté mentale, espace de guérison, sérénité, bouffée d'oxygène. Alors on respire de l'air, pas de l'oxygène, mais c'est une bouffée d'oxygène. Et gestion de la douleur et du stress post-thérapeutique, réinsertion sociale également, c'est juste miracle. Alors ces échelles montrent bien avant et après. Donc avant, c'est en bleu, après, c'est en vert. Et on voit qu'effectivement, les scores régressent sur l'anxiété et s'améliorent sur la qualité de vie. Je pense que sur cette étude honnête, mais effectivement modeste de 10 patients, on ne peut que constater l'évolution des échelles de score. Conclusion, la plongée sous-marine, potentiel thérapeutique prometteur, nécessité de, etc., etc. Ça demandera du temps, mais ça c'est clair. Caroline est une plongeuse patiente qui a beaucoup douillé pendant sa maladie, qui a témoigné au Salon de la plongée avec nous il y a 1 an. Défi essentiel, se réapproprier un corps très abîmé, déshumanisé par le protocole. Et c'est vrai qu'il y a de la déshumanisation par nos protocoles, nos chirurgies, etc. Elle a ressenti la plongée, méditation, se vider l'esprit, ne plus avoir mal. Tous les patients plongeurs qui ont des douleurs vous le disent, ils n'ont pas mal pendant qu'ils plongent. Sans oublier, et nous tenons beaucoup à ça et à passer le message, Eric l'avait dit, être ambassadeur des océans. Et je crois que c'est important. Nos océans sont menacés. Fanny est une infirmière qui est à Marseille maintenant, qui a eu un cancer du sein, qui a été récusée pour la plongée par le service où elle était traitée. Évidemment, la première chose que j'ai faite, c'est de la récupérer et nous en sommes tous très heureux. Elle est infirmière en milieu carcéral et elle s'occupe de l'addiction, ce qui est un métier potentiellement extrêmement lourd. Et donc, elle explique que la plongée, c'est un médicament à effet prolongé, ce qui me plaît beaucoup dans cette approche. Et elle explique qu'on se concentre, qu'on est ailleurs, qu'on ne va pas trop vite, on prend son temps, on reste groupé avec les copains de la palanquée. Il y a vraiment un tissu qui se crée avec les plongeurs. Effet Blue Space, alors les couleurs de l'Égypte, ça c'est quand on part là-bas, l'eau sur la peau, les bruits, l'odeur des embruns sur le bateau, des exercices de méditation en pleine conscience. Quelle surprise quand on vous annonce que le prochain traitement n'est pas une chimio mais une plongée, beaucoup de gens me l'ont dit. Voici le club après Covid. Aux Canaries, nous étions 42. J'ai la chance que ma famille plonge, donc je les emmène aussi. Bouffée d'oxygène, à nouveau, pied de nez à la vie. Il y a de la vraie resociabilisation, il y a du vrai traitement du stress. Il y a des gens, j'ai fait plonger l'autre jour une patiente, vraie victime d'un stress énorme qui ne sort plus de chez elle. Je l'ai mise dans l'eau, j'avais un bloc de pierre devant moi, elle est tombée au fond de l'eau comme un boulet. J'ai même été surpris. Au bout d'1 heure dans l'eau, j'avais un roseau souple dans les bras pour la faire plonger, etc. Ce sont des effets instantanés. Instantanés, je pense que Loïc vous le confirmera. Monsieur Rioux a validé cette idée et je le remercie vivement au nom du comité d'organisation, d'une journée universitaire sur les syndromes de stress post-traumatique qui va tourner autour de 3 thématiques, le cancer, le terrorisme, les conflits armés. Donc, ça aura lieu le 23 mai, ici même. Vous imaginez que nous aurons comme orateurs divers et variés des psychiatres, des gens du SAMU, du SMUR, de la réanimation, des patientes victimes en réanimation et qui expliquent ce qui se passe de leur point de vue à elles. Il y aura, j'espère, confirmé un représentant de la Trusted Agency, ce sont les anciens du RAID, la cellule de négociation du RAID, parce que vraiment, la négociation, ils savent. Il y aura l'armée, il y aura les plongeurs, le patron de la Fédération de plongée, Dimeglio, qui est ORL et qui parle très bien du stress post-traumatique. Il a une vision extrêmement jolie
enfin extrêmement joli, oui, c'est très puissant, très beau ce qu'il raconte en matière de stress post-traumatique. Voilà, nous aurons cette journée le 23 mai, ici même. Voilà, je vous remercie et on posera les questions, je pense qu'on posera les questions après. Je vais donc introduire Loïc Mascroisier, qui est psychomotricien donc, au GHU Paris, et pour lequel j'étais sous le charme de sa présentation au salon. Et on s'est assuré de le faire savoir. Voilà. Alors, Loïc a une visio, il va se présenter. Je vais passer le micro, sinon je vais le garder jusqu'à minuit. Voilà. Alors, il y a une visio et ensuite une présentation. Ça, c'est ma clé. Ça, on ferme. Peut-être il l'a mis là. Non. C'est pas toi, ça? Non. Non. Il l'a mis tout à l'heure? Ouais, il est là, regarde. Ah, non, ça, c'est ma clé. Alors, Là, celui-là. Celui-là? Ah, très bien. Parfait. T7. T7. Et je vais l'envoyer. C'est celui-là. Voilà. Parfait. Merci. Merci Jean-Pierre de m'avoir permis de participer et de partager avec toi cette aventure. Alors je m'appelle Loïc Mascroisier, je suis psychomotricien, je travaille à l'hôpital Henriet qui dépend du groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. C'est long. Déjà? Et je travaille en France, j'ai travaillé 20 ans en Polynésie, je suis revenu en France en 2015 avec dans mes valises une pratique que j'avais développée là-bas et que je voulais essayer de transmettre ici. Donc je vous envoie juste le tout début. Voilà. Ça ne marche pas. Comme chaque mardi, c'est ici que certains usagers et soignants du GHU Paris se retrouvent pour aller à une séance de thérapie subaquatique. Si certains ont déjà quelques repères, pour d'autres, c'est le grand inconnu et le moment de recevoir quelques indications de Loïc sur ce qui va les attendre. C'est ce qu'on appelle la stabilisation et une autre partie qu'on appelle l'équilibre. La thérapie subaquatique, c'est 5 séances sur 5 semaines consécutives en piscine, mais tout commence par un trajet. On est dans ce petit camion qui est très intéressant comme outil thérapeutique d'être ensemble, ce petit trajet. En fait, on part ensemble à l'aventure, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop parfois pourquoi on est là. C'est assez intéressant de voir tout ça. Et puis c'est surtout qu'on découvre qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'être très étrange, quelqu'un d'autre qui a l'air d'être impossible pour lui de s'arrêter de parler, l'autre qui gesticule. Et tout ça, ça se passe plutôt bien, ce qui fait qu'on peut se rapprocher les uns des autres. Oui, c'est toi? Bah oui, Florence aussi, on l'a fait. Ouais, moi je suis dans le placard. On se demandait quels étaient les éléments qui favorisaient la relation lorsqu'on est en plongée. Il y en a plusieurs. Il y a le fait qu'on n'ait plus besoin de s'orienter parce que le son est accéléré sous l'eau. Donc on perd cette capacité à percevoir l'orientation. Donc on est obligé de tout regarder. On perd la vision périphérique. Donc on est beaucoup plus focalisé sur ce qui se passe. Tout est grossi et en même temps, tout est flou. Et tout ça permet de se rapprocher. On a une combinaison. On est tout le temps en contact les uns avec les autres parce que tout au début, c'est le moniteur qui nous tient. Et il y a aussi autre chose qui est très intéressant, c'est que ce qu'on observe, très simplement, c'est pas moins, c'est un arrêt total des hallucinations auditives. Total. Et elles reviennent total après, que ça puisse rassurer. Mais avec un léger décalage, parce qu'il s'est passé quelque chose entre. Prends soin de mon moniteur, hein. Prends soin de mon moniteur. Alors, est-ce que tu es prête? Quand tu travailles avec Loïc, forcément tu te retrouves très vite embarqué dans ce genre de projet. On prenait en charge tous les deux une patiente qui faisait du mutisme sélectif, elle ne parlait pas du tout.
Et en fait, le but et l'objectif de Loïc dans la prise en charge de cette patiente, c'était qu'on plonge toutes les deux avec la patiente et qu'au final, on arrive à faire une sorte de thérapie sous l'eau, mais ce qui a marché d'ailleurs, parce qu'au final, maintenant en thérapie avec moi, elle parle. Comment ça peut s'expliquer? Je pense que déjà, on a été toutes les deux mises dans une sorte de difficulté en venant plonger. Là, c'était toutes les deux, on pratiquait la plongée et on apprenait ensemble quelque chose. Donc déjà, je pense que dans son mutisme, il y avait une espèce d'anxiété de l'autre, peur de l'autre. Et là, la peur, en tout cas, elle l'avait plus de moi parce qu'elle me connaissait aussi avec mes failles, avec mes difficultés, etc. Ça peut être une partie de l'explication. Je suis sûre que dans notre pratique en psychiatrie, de venir à la plongée, c'est une espèce de bulle, un moment privilégié avec les patients aussi. Et là, de passer de la blouse dans un service hospitalier à la piscine, on est en maillot de bain ou en combinaison, ça enlève quelque chose et ça donne de la légèreté dans notre pratique et aussi montrer qu'en fait, on est des êtres humains et on travaille ensemble. Il y a le fait d'avoir un détendeur, on respire par la bouche. On est dans un milieu qui fait que lorsque l'on respire, on a une respiration qui va beaucoup plus profondément. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire pour prendre de l'air et un effort à faire pour pouvoir le rejeter. La pression va avoir, quand on descend, va avoir un effet, tout simplement. On a des petits barorécepteurs qui se trouvent au niveau de la carotide et qui permettent de pouvoir stimuler le système nerveux autonome parasympathique, celui qui sert à relâcher l'affaire. Donc on voit qu'il y a une sensation de relâchement qui est associée à une expérience extraordinaire et qui permet ensuite de pouvoir ressentir dans son corps quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Quand on est dans l'eau, on ne sait pas si on est vraiment en connexion avec l'élément ou on est tout simplement dans notre monde, dans notre bulle. Donc c'est les deux différences. Et sinon c'est très bon, hein. C'est bon pour le moral. On a l'impression de revivre dans l'eau.